Togo Info, le Togo à votre portée. Nous y sommes, il est 7h28 exactement ici dans les studios de votre radio Victoire FM et même heure également dans l'enceinte de la société Sodigaz et dans la société, en tout cas dans la zone portuaire, laquelle société, c'est-à-dire Sodigaz, qui a offert un important lot de gel hydroalcoolique ainsi que des bavettes à votre radio hier, juste pour quand même permettre au personnel de Victoire FM de se protéger contre la pandémie du siècle, ou disons la pandémie liée au coronavirus. Alors, salut au passage au directeur, à tout le staff de Sodigaz en ce moment même. Alors, ce matin, notre invité, il nous vient du parti le DETIA, c'est-à-dire l'Union des Forces du Changement. Alors, c'est le député Sénat Lipu, président du groupe parlementaire UFC. Alors, monsieur le député, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Agmetim, bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre ce matin pour cette émission. Voilà, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Alors, depuis le mois de mars, début mars jusqu'à ce jour, le Togo vit une situation inédite, tout comme les autres pays du monde entier. Il s'agit du coronavirus. Comment vivez-vous en tant que député cette situation liée au coronavirus? Tout d'abord, merci pour la question. Et avant d'y répondre, je voudrais, puisque nous sommes dans la semaine de l'indépendance, souhaiter une bonne fête d'indépendance à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Et nous souhaitons que les 60 ans à venir soient meilleurs que les 60 ans qui viennent de s'écouler. Alors maintenant, pour répondre à votre question de façon plus spécifique, depuis le premier cas index du 6 mars, nous avons une centaine de cas. Nous avons passé le cap de 100 cette semaine. Et je dirais que je vis plutôt bien la crise parce que comparé à d'autres pays de la sous-région et à d'autres pays ailleurs dans le monde, 213 pays sont infectés, le Togo se porte plutôt bien. La progression du virus est relativement lente ici et comme vous pouvez le voir, nous avons un taux de guérison qui est au-delà de 60%. Je pense qu'on doit avoir 62 ou 63 guéris. 64, ce qui est une très bonne chose. Donc je le vis bien. Au tout début, je dois vous avouer que j'étais très inquiet. Mais avec les mesures que le gouvernement a prises, avec les mesures que l'Assemblée nationale a prises, et que l'ensemble de l'opposition, qui fait des dons, je pense ici au NET, au PDP, à d'autres partis, l'ANC, avec ce que tout le monde fait, cet élan-là, cette façon de se mettre ensemble contre le virus, j'ai bon espoir que nous allons sortir de la crise sanitaire. Je suis un peu plus inquiet par contre pour la crise économique qui va en suivre, parce que j'anticipe une récession et je pense que nous aurons... Oui, on va quand même en parler tout à l'heure, les effets ou les conséquences, l'impact que engendre cette crise. Mais c'est vrai, les partis politiques aussi veulent mettre leur main à la pâte afin que nous tous, nous puissions collégialement endiguer ce mal dans le pays. Absolument. Et l'UFC, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, concrètement, au niveau de l'UFC, je dirais que nous faisons notre part. Nous ne sommes pas dans ce que j'appelle la démocratie selfie, c'est-à-dire que pour chaque action que vous posez, vous-même, vous prenez une photo pour montrer à tout le monde que vous avez fait le bien. Pour nous, fondamentalement, la philosophie, c'est que le bien ne fait pas de bruit et que le bruit ne fait pas de bien. Mais puisque vous posez la question ce matin, je vais essayer d'éclairer un tout petit peu votre lanterne sur la question. Puisque vous êtes à l'Assemblée nationale au nom des Togolais, au nom du peuple togolais, et certainement que votre parti pose des actes ou des actions en faveur de ce peuple. Absolument, nous menons des actions de proximité. Alors si je prends par exemple la région des Lacs, notre député ministre, excusez-moi, l'ancien ministre, député désormais, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, M. André Johnson, a offert plus de 70 kits de lavage de mains dans la préfecture des Lacs, presque un demi-millier, sinon un peu plus, de masques aux populations, à la mairie, et beaucoup d'équipements. Et ça, ce n'est que le début, il va continuer. Si nous allons dans la préfecture de Vaud, le très dynamique député Komegwe Anani Kokou fait pareil. Lui, il fait de la sensibilisation, il se promène, il installe des kits de lavage de mains, il donne des masques. Il est très dynamique sur le terrain. Et c'est d'ailleurs même quelqu'un qui, avec l'aide de son aîné, monsieur le ministre Galé, ils ont mené des projets d'électrification des villages dans la zone. Donc c'est des gens qui sont très dynamiques et qui font de la sensibilisation. Dans les yeux, pareil, on a eu un très bon exemple où là vous voyez le député Agbanou
qui s'est joint aux indépendants, Maître Tcholenyanou, et aux membres du gouvernement, le ministre Adedje, et ils ont fait une action commune. Ils auraient voulu avoir ce genre d'action-là un peu partout. Donc on transcende les questions là, partisanes. Ils ont transcendé vraiment les questions partisanes. C'est un très bel exemple que le député Agbanou, le ministre Adedje et les indépendants ont donné dans la préfecture de Zio. Donc eux aussi, ils ont fait des dons de kits de lavage de mains et tout le reste. Dans la veille, c'est pareil, le député Adjoï Kodjouche aussi soutient les populations, que ce soit matériellement ou financièrement. Et finalement, il y a le Grand Lomé. Oui, le Grand Lomé. Alors, où vous-même vous êtes élu? Non, je suis élu dans la circonscription Ogou-Agné. Ah, Ogou-Agné à Tapamé. Oui. Allons-y. Donc, mais dans le Grand Lomé, puisque c'est de cela que je voulais parler, oui. Ici les actions vont être encore de plus grande envergure. Nous avons presque 1500 kits alimentaires et autres qui sont quasiment prêts, qui doivent être distribués, sans compter ce qui a déjà été fait en termes de dons de masques, en termes de dons de gel et autres. Donc vraiment, le travail se fait tranquillement, sans faire de bruit, mais les populations savent que... Est-ce que ces actions, c'est au profit donc de vos militants ou bien l'ensemble des citoyens? Non, comme vous le que savez, vous ciblez comme vulnérable? Notre philosophie, c'est que l'Assemblée nationale, c'est comme une sélection nationale. Nous venons de différents clubs, donc nous venons de différents partis politiques, mais nous servons l'ensemble des populations. Donc quand vous êtes dans l'équipe nationale, vous jouez pour votre pays, vous ne jouez pas pour votre club. Alors c'est la même philosophie qui nous anime. Nous faisons les dons sans distinction, ce n'est pas orienté vers nos partisans, c'est pour les populations. C'est pour les populations. Et vous-même, dans le Gouagné, rien n'a été fait pour l'instant? Non, je suis retenu à Lomé pour des raisons de confinement pour le moment. J'ai donné un peu d'argent, mais je ne me suis pas encore rendu sur le terrain, je dois vous l'avouer. Je suis le mouton noir, hein, le mauvais élève de mon groupe dans la matière. Mais bon, à mesure que nous allons avancer dans le temps et que les barrières vont se desserrer, comme je le vois, 2 députés maintenant peuvent sortir de Lomé. Moi aussi, je sortirai de Lomé et j'irai donner des masques. Et il faut dire que... Oui, mais c'est vrai, toutes ces actions, c'est juste pour accompagner les populations, d'abord à se protéger, à se prémunir contre le coronavirus. Mais, chose curieuse, un autre foyer vient d'être découvert au Togo. Il s'agit du foyer de la plaine de Mo, disons la préfecture de Mo, Djarkmanga plus précisément, où on a détecté 7 cas sur les 10 cas confirmés dans la journée de avant-hier à hier matin. Alors, ce qui dit, le chiffre grimpe, ou les chiffres grimpent au jour le jour. Quelle explication en tant que parlementaire, élu de la nation, vous pouvez donner à cette situation? Comment vous avez appelé la ville? Djarkmanga. C'est au Togo? Non, je plaisante. Vous êtes député si jamais vous ne connaissez pas. Djarkmanga, mais là... Non, mais je plaisante. Nous savons que Djarkmanga est très difficile d'accès. Oui. Pour aller à Djarkmanga, il faut être très courageux. 60 ans après, Djarkmanga est encore difficile d'accès? Oui, c'est toujours difficile d'accès. Et je vous dirais que le fait que Djarkmanga soit si difficile d'accès me laisse penser que peut-être c'est le problème qu'il y a là-bas est venu d'un pays voisin. C'est ce que c'est une ville mitoyenne à la frontière ghanéenne. Voilà, parce que combien de Togolais, vous ne pouvez pas aller là-bas facilement en voiture. Je pense que si le chef de l'État devait aller là, ça serait sans doute un hélicoptère. Donc ce n'est pas un endroit qui est facile d'accès. Il est plus facile d'accès du Ghana que du Togo. Donc ça pourrait être, mais je spécule. Hein, donc ce n'est pas une information que je vous donne. Je spécule au vu de ce que vous me donnez comme information. Là, l'autre chose, comment on peut expliquer aujourd'hui cette situation que au jour le jour, les chiffres ne font que grimper alors que le gouvernement prend des mesures spécifiques, tout le monde pratiquement sur le terrain et la sensibilisation est également au comble. C'est tout à fait normal que les chiffres grimpent. Et moi, je me réjouissais tout à l'heure quand vous me posiez la question, parce que les chiffres grimpent lentement et c'est ce qui me fait plaisir. Parce que lorsque le Premier ministre est venu nous voir à l'Assemblée il y a quelques semaines, au vu des résultats qu'il nous donnait de la progression, j'anticipais qu'on serait déjà à 200 ou à 300 cas à la fin de ce mois. Et le fait que nous ne soyons qu'à 100 cas veut dire que les mesures que le gouvernement a prises fonctionnent. Bon, maintenant, le gouvernement y prend des décisions. Il y a le niveau d'engagement des populations. Est-ce que les populations respectent ce qu'on leur dit? Un peu, moyen ou beaucoup. S'ils respectent beaucoup, donc ce que le gouvernement fait a un impact plus important. S'ils respectent un peu moins et vice-versa. Vous pouvez le voir. Mais en tant que député, vous sillonnez quand même certaines artères de Lomé.
est-ce que les populations observent vraiment scrupuleusement les mesures barrières? Scrupuleusement est un gros mot. Je dirais que en grande partie maintenant, au moins les Togolais portent le masque. C'est la première chose que je constate. Et je pense que le gouvernement devrait peut-être même rendre obligatoire le port du masque. Et donc, le gouvernement... Encore faudrait-il que ces masques soient disponibles? Qu'on le rende obligatoire, et vous verrez le génie du Togolais se libérer. Si c'est obligatoire, comme le couvre-feu. Les gens ont des choses qu'ils font la nuit, mais maintenant qu'il y a le couvre-feu, ils sont chez eux. Si on rend le port du masque obligatoire, tout le monde portera le masque. Et ceux qui n'en ont pas, on verra qu'est-ce qu'on fait pour leur en donner. Mais le fait que ce soit légalement obligatoire va faire que tout le monde prendra conscience que tu ne peux pas sortir sans masque. Et donc cela va améliorer la protection. Donc moi, s'il y avait une mesure que je pourrais recommander ce matin au gouvernement, c'est de rendre obligatoire le port du masque, un, et de deux, procéder à une identification complète des populations togolaises. Parce que le problème de l'identification, on le pose en période électorale, on pense que c'est parce que nous voulons le pouvoir qu'on veut identifier les populations. Nous avons besoin d'identifier les populations pour des raisons fiscales, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales. Vous voyez là maintenant on veut distribuer de l'argent, les gens sont obligés de se rabattre sur les cartes d'électeurs. Alors que si toutes les populations étaient identifiées, nous sommes 7 millions, il n'y a que 1,2 million qui ont une carte d'identité. Moi ce que je suis en train de proposer, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle une carte d'identité, qui est différente de la carte d'identité nationale. La carte d'identité aura le même aspect que la carte d'identité nationale, sauf qu'elle n'aura pas le national. Ça veut dire que si vous résidez au Togo, vous avez cette carte-là. Que vous soyez, si vous êtes étranger. Si vous êtes étranger, vous avez cette carte-là. Donc c'est une carte pour pouvoir vous identifier. Parce que maintenant, imaginez, on veut prendre des mesures sociales pour aider les populations. Il y a beaucoup de Nigériens, de ressortissants de la CEDEAO qui sont ici, qui sont aussi pauvres, qui pourraient bénéficier de ces mesures. Puisque les activités commerciales sont au ralenti aussi. Mais faute d'identification, à moins de passer peut-être par leur consulat ou leurs ambassades s'il y en a, on ne sait pas au juste combien de pauvres il y a. Alors que si dans le pays, les nationaux ont une carte nationale d'identité, et ceux qui n'ont pas toutes les pièces qu'il faut pour avoir la carte nationale d'identité, mais qui peuvent faire une déclaration pour dire que bon, j'habite ici, voilà mon numéro, je suis né dedans, ils ont au moins ne serait-ce qu'un acte de naissance. S'ils n'ont pas la nationalité, au moins ils ont une pièce d'identité avec laquelle ils circulent. Et si cela n'est pas fait, en tout cas, cette base de données, on dirait peut-être biométrique, la faute à qui? Ce n'est la faute à personne. Vous savez, dans la dynamique dans laquelle nous sommes, je ne suis pas là pour chercher des coupables. Nous avons 60 ans d'indépendance. Il y a des choses qu'on devait faire, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on a faites et il y a des choses qui restent à faire. Le but du jeu, ce n'est pas de dire oui, j'ai une bonne idée, ça veut dire que toi, tu n'en as pas. Nous n'abordons pas la politique ou la vie dans une approche confrontationnelle. Confrontationnelle. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Nous ne sommes pas dans une logique de confrontation pour avancer. Nous sommes dans une logique de trouvons des solutions aux problèmes et laissons les questions de personnes et laissons les questions du coupable de côté. Nous avons un problème d'identification au Togo. Ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème du gouvernement. Oui, cela a toujours été dit, crié sur tous les toits. C'est un problème de nous devons savoir nous sommes combien dans le pays exactement à ce moment T, pour que si nous devons déployer une politique, on puisse le faire avec des statistiques. Vos prédécesseurs à l'Assemblée nationale avaient demandé dans ce pays qu'on aille à des audiences foraines pour doter tout citoyen togolais d'une carte d'identité. Mais ça n'a pas été fait. Et vous les avez remplacés, c'est-à-dire vous êtes venus prendre la relève. Mais jamais on ne vous a entendu sur ces sujets assez importants. À toutes les entrevues que j'accorde, à part celle à laquelle je suis venu ici, où on n'a peut-être pas eu l'occasion d'en parler, j'en parle. Il y a le parti des Togolais de Nathaniel Olympie aussi qui en parle. La question de l'identification est cruciale. Ne serait-ce que même pour des raisons fiscales. Parce que si maintenant nous sommes 7 millions de Togolais, et que tous qui ont 18 ans et plus, qu'ils soient Togolais ou pas, qui résident ici, qui ont un numéro de téléphone et une adresse ici, ont une pièce d'identité, pour des raisons fiscales, ça peut être bénéfique. Même pour des raisons sécuritaires aussi. Pour des raisons sécuritaires, avec les questions de djihadisme. Alors tout cela, c'est pour dire que ce n'est pas politique. Il faut identifier les populations. Bon, là, nous sommes un tout petit peu en train de déraper de la question que vous m'avez posée, parce que je vous disais donc le port du masque. Et encore une fois, je reviens sur la question de l'identification ce matin. Il faut identifier les populations. Bon, maintenant, en tant que député, qu'est-ce que nous avons fait? Voilà, en tant que député, qu'est-ce que vous avez fait? En tant que député, dans cette crise de coronavirus, nous avons voté avec la majorité unie au Parlement une loi d'habilitation permettant au gouvernement de gouverner
ordonnance pendant 6 mois jusqu'en septembre. Ça va permettre au gouvernement de prendre les dispositions qu'il faut pour régler la crise sans avoir à passer par le Parlement, sans avoir trop Ce qui voudra signifier que vous ne contrôlez plus rien? Non, pas du tout. Donc nous avons voté l'habilitation et déjà par 2 fois en l'espace d'1 mois, nous sommes rentrés dans ce rôle de contrôle de l'action gouvernementale qui est le rôle du député. Ouais. Et nous avons reçu le Premier ministre qui est d'ailleurs venu faire de très brillants exposés sur la situation pour nous rendre compte du niveau d'exécution des mesures que le gouvernement est en train de prendre par 2 fois. Donc c'est pour dire que nous avons agi et nous sommes aussi rentrés dans le rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Donc nous sommes pleinement dans notre rôle et c'est vraiment ça le rôle du député. Est-ce que vos contrôles ne constituent pas seulement des formalités? Est-ce que cela agit véritablement sur le fond de ce que le gouvernement vient vous présenter jusqu'à pousser le gouvernement à revoir copie parfois? Absolument. Vraiment? Absolument. Non, on vous voit comme s'ils sont de simples formalités qu'on vient faire chez vous. C'est une illusion. Vous savez, comment est-ce que je le dirais? Nous sommes en minorité au Parlement. Bien. Nous ne sommes que 7 députés de l'UFC et 14 pour l'ensemble de l'opposition. Donc, nous n'avons pas la main. C'est-à-dire que nous ne constituons pas une force capable de modifier la donne. Alors, le travail est 2 fois plus difficile parce que pour que le gouvernement accepte de changer quoi que ce soit venant de nous, il faut être convaincant. Et je ne sais pas si c'est un projet de loi ou bien le gouvernement le Premier ministre même était là. Je pense que c'est à la deuxième activité, à la deuxième fois qu'il est venu s'expliquer, que le député Aoumé Zounou de notre parti a fait une proposition pour que ce qu'on va faire soit plus inclusif. On se penche sur les cas. Voilà. Et le Premier ministre a soupesé la question avec les membres de son gouvernement présents dans la salle, la présidente de l'Assemblée, et ils ont accepté d'intégrer ça dans ce qu'eux étaient en train de faire. Autrement dit, il a été convaincant. Voilà. Votre collègue. Absolument. Et comme le dit si bien Guillaume Kodjo, dont on va peut-être parler un peu plus tard dans cette entrevue, si la vérité se situe même au niveau du plus petit, à un moment donné, si c'est la vérité, tout le monde va s'aligner derrière la vérité. Donc si ce qu'on est en train de proposer, le gouvernement voit que c'est bien, comme ils l'ont déjà fait par le passé, ils vont s'aligner. Mais nous ne sommes pas dans une posture de défiance, dans une posture de blocage où il faut saboter ce qu'ils font pour qu'ils s'écroulent, pour qu'on arrive. Non. Entre 2 élections, nous faisons un travail d'opposition classique qui est de faire des propositions, qui est de faire des critiques, suivies de propositions, de critiques constructives pour le bien-être du plus grand nombre. Voilà. Alors, nous allons boucler ce dossier de coronavirus, mais on constate quelque chose dans le pays, c'est que par rapport à cet état d'urgence sanitaire, le gouvernement a décrété le couvre-feu qui couvre le temps ou la période de 20h à 6h du matin. Mais des bavures, des dérives ont été alléguées ici et là. Le gouvernement dit avoir ouvert une enquête ou des enquêtes sur cet aspect, mais hier, on a procédé, depuis mardi, lundi d'ailleurs, on a procédé au remplacement à la tête du commandement à la tête de la FOSAP. Alors, est-ce que cette manière de procéder, ou bien disons ce remplacement, vous le trouvez judicieux? Si vous le permettez, je préfère ne pas commenter ce remplacement-là. C'est des questions de sécurité. Et je ne pense pas que c'est des questions de personnes qui soient en jeu pour qu'on dise que c'est judicieux ou ce n'est pas judicieux. Le gouvernement gouverne. Si nous nous trouvions matière à critique constructive dans ce remplacement-là, nous le dirions, mais sinon je n'ai rien à dire. Sinon, l'UFC, pourquoi êtes-vous resté ou bien muré dans un silence assourdissant par rapport aux dérives constatées, dénoncées par les autres partis de l'opposition, alors que vous êtes à l'Assemblée au nom du peuple togolais? J'ai une question à vous poser, monsieur. On ne répond pas à une question par une question, je sais. Mais vous êtes venu à la radio ce matin par quel moyen de déplacement? Pourquoi? On est rentré dans un jeu de questions sur questions sur questions sur questions. Vous êtes venu en voiture, vous êtes venu en moto, vous êtes venu à pied. C'est juste une question comme ça, je ne tends pas un piège. Je suis venu quand même à la radio. Oui, ça je le vois. Mais vous êtes venu comment? Oui, je suis arrivé à la radio ici, ce matin. Vous êtes un monsieur assez spécial, hein? Vous avez sans doute un doctorat à entendre les pièges aux politiciens. Bon, peu importe la réponse que vous me donnez, c'est pour vous dire que certains à votre radio sont venus à pied ce matin. D'autres sont venus en voiture. Et d'autres sont venus à moto.
chacun selon sa capacité a des moyens de déplacement différents. C'est la même chose en politique. Si vous prenez un parti comme l'UFC, nous avons 7 députés. Nous sommes chefs de file de l'opposition. Nous avons passé les 8 dernières années au gouvernement. Il y a de très bonnes amitiés, de très bonnes relations qui se sont tissées. Donc nous avons des... Suite à l'accord du 26 mai 2010. Le chef de l'État et le président Guy Christ Olympio ont enterré la hache de guerre et coopèrent depuis presque 10 ans maintenant. Nous avons des conseillers municipaux, nous avons des préfets, nous avons des gens dans l'administration. Vous croyez que si nous avons quelque chose à dire au gouvernement, c'est de venir faire des communiqués sans suite? Tous ces gens-là qui font des communiqués, dans un mois, on aura oublié cette affaire. Donc, nous parlons directement au gouvernement par d'autres canaux, des canaux plus utiles, sans faire de bruit. Comme je jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas dans la démocratie selfie. Je ne peux pas vous révéler les coups de fil directs que mon patron, le président Guy Christ Olympio a passé dans le cadre de ces différents dossiers. Cela relève de la stratégie. Mais nous ne sommes pas dans oui, c'est vrai, cela relève de la stratégie. On ne refuse pas. Mais concrètement, qu'est-ce que votre patron, M. Guy Christ Olympio, est allé dire au chef de l'État par rapport à ces bavures? Prenons le problème de manière beaucoup plus simple. On dit, on décrète le couvre-feu pour limiter la propagation du coronavirus. Pour que le coronavirus ne tue pas plus de Togolais. C'est vrai, hier malheureusement on a réussi un nouveau décès. Ça fait le 7e cas. Mais sur les allégations des réseaux sociaux et puis des petites vidéos ici, beaucoup de bavures, des gens étaient blessés et pratiquement 4 morts, qui dépassent la moitié même de ceux-là qui ont été tués par le coronavirus. Et votre patron, il en a parlé au chef de l'État, non? Vous voyez, vous avez été extrêmement prudent lorsque je vous ai demandé comment vous vous êtes rendu à la radio ce matin. Et vous ne m'avez même pas répondu parce que vous ne saviez pas pourquoi je vous ai répondu. Vous m'avez dit que vous êtes là alors que je vous vois. C'est la même chose. Alors vous imaginez que je vous dise ce que les deux personnalités se disent ou ce que ma hiérarchie dit à la hiérarchie du NIR. Cela relève, il y a ce qu'on appelle le devoir de réserve. Ce n'est pas tout ce que je vois et tout ce que j'entends qui doit sortir par ma bouche. Mais ce que je peux vous dire, c'est que loin des caméras, nous faisons des actions semaines. Ce qu'il y a à et faire. maintenant, nous sommes aussi à l'écoute des populations. Quel est votre conseil aujourd'hui à la nouvelle équipe qui est, disons, à toute l'équipe de la FOSAP aujourd'hui? Je n'ai pas de conseil à leur donner. Vous savez, le colonel Amana est un homme capable, tout aussi capable que le lieutenant-colonel Paoul. Ce sont des gens très compétents. Le colonel Amana a dirigé la FOSEP. Il n'y a pas eu d'incident pendant la présidentielle ou des incidents mineurs. Donc, je pense que ce n'est pas eux qui sont dans la rue en train de commettre ces bavures. Ce sont leurs hommes. Et ces hommes-là, avant d'être en uniforme, c'est des Togolais. Il faut seulement que nous tous, nous souvenions que l'uniforme ou les fonctions que nous sommes appelés à assumer, ce ne sont que des rôles. Nous étions Togolais avant, nous serons Togolais après, et l'autre que nous avons en face que nous devons gérer, c'est un Togolais. Donc soyons humains et essayons de nous aimer les uns les autres et de nous faire le moins de mal possible. Et surtout que les troupes aussi qui sont déplacées sur le terrain soient un peu disciplinées et respectent les consignes données par leur hiérarchie. Les soldats togolais sont des soldats parmi les plus disciplinés de la sous-région, raison pour laquelle nous sommes le 4e ou le 5e pourvoyeur de troupes pour les missions des Nations Unies en Afrique. Les missions de maintien de paix. Donc, ce que je veux dire ici, nous ne sommes pas en train de chercher des coupables. Nous sommes dans une situation où il y a un couvre-feu. À partir de 20 h, tu dois être chez toi. À moins que ce ne soit pour une raison médicale, tu dois aller à l'hôpital ou bien tu dois aller dans une pharmacie prendre un médicament pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est décédé. Tout le monde est supposé être chez lui. Si tu n'es pas chez toi, le problème commence donc avec toi. Maintenant, ce n'est pas parce que tu fais une erreur que les autres aussi doivent faire une erreur. Voilà. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il faut qu'on soit sensible, qu'on essaie de préserver les droits de l'homme et qu'on respecte la dignité humaine. Et qu'on respecte la dignité humaine, ce qui est véritablement ce que les uns les autres cherchent. Je vais aborder un peu cet aspect de la chose. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Ça fait déjà 1 an. Si je ne me trompe pas. Alors, que pouvons-nous mettre à votre actif aujourd'hui comme action concrète, d'abord au nom de vos électeurs et puis au nom du peuple togolais? Je vous remercie encore une fois de plus pour cette question. Ça prendrait une véritable émission pour répondre à cette question parce que nous avons fait beaucoup de travail.
qui est très bénéfique pour le Togo. Et si je devais le résumer en quelques mots, Oui. ça serait un peu injuste au vu de la qualité et de la quantité du travail abattu. Bon, de façon générale, je vous dirais que nous avons d'abord commencé par prolonger les sessions. Les sessions parlementaires ne sont plus 3 mois maintenant, elles sont 4 mois. Donc nous travaillons plus que n'importe qui d'autre qui est venu avant nous. Et juste pour l'année passée, nous avons adopté 28 textes, ce qui est énorme. Pour 28 textes. Pour une assemblée qui vient de rentrer dans un contexte de crise et qui s'est mis au travail 3 ou 4 mois plus tard. Donc 28 textes. Et les plus importants. 28 textes, tous envoyés par le gouvernement. Aucune initiative de vous, les 91 députés. Pas si vite. Allons-y. J'arrive. Donc, sur les 28 textes, il y a ce que j'appelle les textes majeurs, des projets de loi, des textes importants, qui vont façonner la vie du Togo pour longtemps. Notamment la révision constitutionnelle, la loi sur la sécurité intérieure, la loi sur les manifestations publiques, les textes facilitant la décentralisation, le vote de la diaspora, les textes entourant la composition de la Cour constitutionnelle et le Conseil économique et social, et notamment le budget, qui est en hausse et qui est à 1466 ou 1467 milliards maintenant, contre 427 ou 428 milliards en 2010, au moment où nous signions l'accord avec le RPT alors, et contre 247 milliards en 2005. Donc le budget du Togo s'est multiplié par près de 7. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que dans ces 28 textes-là, il y a beaucoup de choses qui ont permis de stabiliser le pays. Donc nous n'avons plus affaire à la feuille de route de la CEDEAO, nous avons apuré tout ce que cette feuille de route-là disait. Donc vous avez opéré toutes les réformes. Nous avons fait les élections locales. Nous permettons maintenant à plus d'1,5 million de Togolais de la diaspora de voter. C'est vrai que pour ce premier exercice, ils sont à peine 300 ou 400. Mais ils étaient 300 à voter. Même s'ils étaient 200, même s'il n'y en avait qu'un seul, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Alors ça veut dire que dans les 5 ans... Vous-même, vous avez fait longtemps la diaspora, alors ça vous a satisfait quand même? C'est un autre débat. Je vous rappelle que nous sommes de la minorité, c'est-à-dire que nous ne sommes que 7. D'accord. Si on devait revenir à... Si vous aviez voté en quantité pour nous en 2018 et nous avions la majorité, il y a beaucoup de choses que nous aurions faites. Mais comme à 7, c'est le travail de 7 que nous faisons. Et ça a permis, en travaillant en bonne intelligence avec le parti UNIR, la majorité, de faire des choses qui sont bénéfiques. Moi, ce que je dirais aux Togolais qui sont dans la diaspora aujourd'hui, c'est que c'est vrai, c'est insuffisant ce que nous avons fait, mais c'est un pas dans la bonne direction. Vous avez 5 ans maintenant pour aller vous faire votre carte consulaire, une carte d'identité et un passeport, pour pouvoir voter la prochaine fois. Et cela va avoir un impact. Si vous restez à la maison, que vous vous énervez, vous faites un communiqué comme c'est l'habitude ici, et après le communiqué, vous ne faites plus rien, dans 5 ans, vous risquez de vous retrouver sans carte consulaire et incapable de voter. Voilà. Comme les gens qui ont refusé d'aller prendre leur carte d'électeur, et non seulement... Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Voilà, et aujourd'hui, même on donne l'argent cadeau, ils ne peuvent pas bénéficier. Donc vous voyez, il faut distinguer la gouvernance du gouvernement. Nous voulons améliorer la gouvernance. Peu importe le gouvernement. Si c'est un chat bleu, rouge ou vert, comme dit Deng Xiaoping, qui peut attraper le chat, pourvu qu'il attrape le chat. Donc, les choses qu'on fait pour le pays, c'est pour tout le monde. Maintenant, toi-même, il faut te mettre dans une condition pour pouvoir en bénéficier. Le gouvernement, il passera. Ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, ils sont encore là peut-être pour 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ça dépend de vous. Ça dépend des populations et des élections. Ça dépend de comment, quand on va aux élections, vous êtes dans les bureaux de vote, on vous donne les PV, vous signez. Est-ce que c'est authentique? Tout ça, ça dépend de vous. Donc, le gouvernement, lui, changera. Mais les bonnes mesures que nous prenons pour améliorer la gouvernance, elles sont pérennes, elles restent pour de bon. Quel qu'en soit le gouvernement qui vient, il viendra trouver ces mesures-là et il doit se mettre dans ce moule-là. Parmi ces grands tests que vous avez voté au total, 28, vous l'avez dit, dont la révision constitutionnelle, etc. Mais la loi sur les manifestations publiques, le DETIA, qu'on connaît dans ce pays aujourd'hui, voter pour interdire les manifestations de rue. Alors, quelle est la marge de manœuvre que vous donnez, vous accordez aujourd'hui au peuple togolais pour exprimer peut-être son mécontentement s'il le faut? Mon cher ami, la dernière fois qu'on a parlé de cette affaire-là, ça s'est mal terminé. Ce que je peux vous dire, du moins, ça s'est mal terminé pour moi. Ce que je peux vous dire, c'est que nous étions dans un contexte où le djihadisme menaçait le Togo. Maintenant, c'est le coronavirus. Bon, si ce que nous avons fait à cette époque-là, ce n'est pas si bon ou c'est perfectible, nous sommes ouverts à la critique et à la discussion.
dites-nous ce que vous voulez voir changer. Vous savez que quand on a fini de voter ce texte-là, je me suis personnellement rendu au César pour aller suivre une émission, pas une émission, des discussions que faisaient nos amis de Togo Debout et leurs amis, pour voir qu'est-ce qui n'était pas bon dedans, pour que s'il y a des éléments dedans, on prend, et s'il faut qu'on réintroduise une proposition de loi pour le modifier, on le fait, mais eux-mêmes, avec leur affaire de 1000 signatures, dès qu'on a fini la réunion, c'est comme les communiqués, ça s'est envolé dans la nature et puis plus personne n'en parle. Et cela s'est arrêté ainsi. Donc, sur les mais est-ce que vous reconnaissez voté, quand même que le texte voté est perfectible? On doit l'améliorer. Alors, avant de me répondre, tous les 8 documents que nous avons votés l'année passée sont perfectibles. Avant d'entrer un peu en détail de tout ça, on va observer une pause pour revenir. En studio, madame, monsieur, avec notre invité, il s'agit de député Sénat Alepuis, alors avec qui nous discutons ce matin des actions qu'il mène au nom des citoyens togolais à l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure, nous parlions bien sûr du bilan de 1 an et on évoquait un peu les cas de la marche, de la loi sur les manifestations publiques. Si vous-même vous en êtes très satisfait et vous disiez que tout est perfectible. Absolument, on peut améliorer, on peut modifier. Si notre majorité se dégage demain, tout ça peut être complètement changé. Voilà. Et maintenant, vous-même, durant les 12 mois, qu'est-ce que vous regrettez à l'Assemblée nationale? Je n'ai pas de regrets, à vrai dire, concernant le travail à l'Assemblée. Si je dois être tout à fait honnête avec vous, c'est plus un sentiment de gratitude qui m'anime au bout de ces 1 an. Ça a été une expérience assez intéressante. J'ai eu l'occasion de découvrir des gens qu'on voyait de loin, de travailler avec eux. Et je dirais que c'est une bonne expérience. Bon, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je dirais que je remercie l'ensemble des députés pour le travail que nous faisons, particulièrement la présidente de l'Assemblée nationale, son Excellence Madame Yawa Chibodi Chégan. Le ministre des Droits de l'Homme, M. Frimois, c'est quelqu'un qui nous facilite beaucoup le travail, parce que c'est un métier que nous apprenons. Il est chargé des relations avec les institutions. Thomas dit, il vous accompagne bien, il vous dicte les choses à faire. Non, il ne nous dicte pas. Nous apprenons beaucoup aussi chez lui. Nous apprenons beaucoup le travail. Il nous facilite l'apprentissage, je dirais. Vous savez, le secrétaire général du Parlement, M. Wagena, donc l'administration, c'est des gens qui sont là, qui font un très bon travail, qui sont compétents et qui sont au service du pays et qui font que cette expérience-là est une expérience agréable. Donc je remercie l'ensemble des députés. Je remercie l'administration. Je remercie les députés de mon parti particulièrement. Johnson, Dina de Souza, Joey et tout le reste. Donc c'est plus un sentiment de gratitude. Oui, d'accord, voilà. Maintenant, en dehors de l'Assemblée, si vous me demandez politiquement quel regret j'ai, je dirais que j'aurais souhaité que l'ANC, l'ADI et tous ces partis-là participent aux élections législatives de décembre 2018. Ça nous aurait permis d'avoir un peu plus que 14 députés. Et je pense que cela nous aurait permis de trouver des équilibres qui sont plus bénéfiques pour les populations. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas tout avoir. Avec 14, on va faire le travail de 14 et on va le faire au mieux pour l'intérêt du pays. Alors, parlons un peu du cas de Yomé Kodjo, qui est votre collègue à l'Assemblée nationale, je crois président de la commission défense et sécurité, quelque chose comme ça. Mais vous-même, au niveau de l'Union des forces de changement, toute la saga politico-judiciaire, apparemment l'UFC a salué le traitement réservé à votre collègue, contrairement aux autres partis de l'opposition. Pourquoi, M. Sénat Alepuis? Vous avez bien dit saluer. Bon, peut-être aidez-moi un peu. Qui a salué son arrestation et les manœuvres dans lesquelles, les problèmes dans lesquels il a traversé? Ça peut m'aider à mieux répondre. Oui, peut-être l'UFC l'a salué. C'est ce que j'ai dit. Moi, André, Johnson, Elliot Ohi, vous avez une information spécifique d'une position que notre parti a prise. Alors, votre silence, cela traduit quoi? Ah, c'est notre silence qui est la salutation. Oui. Qui le dit, mot? Non, je vous ai expliqué que nous avons d'autres canaux pour faire la politique. Dans les années 90, 2000, jusqu'à 2010, on fait un communiqué, quand le communiqué est chaud comme ça, on a bien insulté les gens, tout le monde est en forme. On ne fait plus ça maintenant. Quand vous avez la possibilité. Vous n'êtes plus dans le sensationnel. Nous ne sommes pas dans la démocratie selfie pour faire un communiqué et on se filme nous-mêmes en train de faire le communiqué pour montrer à tout le monde que oui, c'est moi, je suis en train de faire quelque chose. Non. Nous préférons les résultats. Monsieur Adéomé Kodjo, il est à la maison en ce moment. Il est libre. Mais
Sous condition. Il est prisonnier chez lui. Il est avec sa femme et ses enfants à la maison. Son quartier n'est plus bouclé. C'est l'action conjuguée. Mais il ne peut plus prendre le micro tout comme vous êtes invité en ce moment-là. Bon, c'est un autre problème. Il peut prendre le micro et faire ce qu'il a envie de faire, mais l'élection présidentielle est terminée. L'élection présidentielle, c'est comme un match de football. On joue, il y a l'arbitre central qui est Ayassor de la CENI, il y a la FIFA qui est la Cour constitutionnelle. Quand l'arbitre central a sifflé la fin du match, le match est fini. Si tu veux marquer d'autres buts, ça c'est ton problème, mais ça ne compte pas. Maintenant, si tu as des récriminations, que tu as emmené à la FIFA, et la FIFA te dit, écoute mon ami, l'affaire là c'est fini, c'est fini. Il ne te reste que l'univers pour te plaindre. Je ne parle pas ici pour mal parler, ou pour manquer de respect à quelqu'un, ou pour dire que ce qu'ils sont en train de réclamer n'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où vous acceptez de participer à une élection qui est organisée par la CENI, et que vous avez comme institution de recours la Cour constitutionnelle qui a validé vos candidatures et qui a accompagné le processus, il faut être fair play. Même si vous estimez que vous avez gagné, ou même si en réalité vous avez gagné, vous devez respecter les règles du jeu. Donc, monsieur Sénat Lupuy, votre parti a 2 représentants à la CENI. Oui, donc le MPD aussi a des représentants à la CENI. D'accord. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas gagné l'élection. Je ne dis pas du tout cela. Ce que je veux dire, c'est que les règles du jeu, qui sont que vous déposez votre candidature à la CENI, la Cour constitutionnelle valide, vous faites la campagne, vous faites l'élection, la CENI proclame les résultats, et si vous avez des recours, vous les faites à la Cour constitutionnelle. Une fois que ces procédures-là sont épuisées, ce laps de temps durant lequel vous pouvez introduire vos recours et contester l'élection est passé. Que vous ayez raison ou que vous ayez tort, le match est fini, tout le monde est rentré chez lui à la maison. On ne reviendra pas rejouer le match. Est-ce que M. Géocré Soline Pio s'est allié sur la position de la CENI, de la Cour constitutionnelle en 1998? Est-ce que l'UFC avec M. Bob Akitaï l'a fait en 2005 ou 2003 2005? C'est une très bonne question que vous posez. Oui. Nous avons appris de nos erreurs. En 1998, nous estimons avoir gagné l'élection. En 2003, nous estimons avoir gagné l'élection. En 2005, nous estimons avoir gagné l'élection. En 2010, nous estimons avoir gagné l'élection. En 2015, certains d'entre nous à l'UFC estiment que M. Fabre a gagné l'élection. Et en 2020, M. Aguillaume Kodjo estime avoir gagné l'élection. Ça, c'est notre opinion, au vu de l'expérience que nous avons traversée. Mais aujourd'hui, Aguillaume ne peut plus exprimer cette opinion. Au vu des résultats que nous avons dans la main, nous aussi. Mais si tu ne veux pas que... C'est-à-dire que si tu ne fais pas confiance à la Cour constitutionnelle ou à toutes ces institutions-là, ne participe pas. Le parti des Togoudans n'est pas allé à aucune de toutes les élections. Et il y a une certaine cohérence. Donc, comprenons-nous bien ce matin, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous n'avons pas vocation à dire qui a gagné l'élection. C'est la CENI et la Cour constitutionnelle. Et tous les candidats qui ont été à cette élection à laquelle nous n'avons pas été, ont accepté cela comme règle du jeu. Mais avant qu'Aguillaume ne fasse cette traversée du désert, ou disons ce calvaire, ne subisse ce calvaire, c'est vous qui avez voté la levée de son immunité parlementaire. Pourquoi vous avez donné consigne à vos camarades de lever l'immunité d'Aguillaume Kodjo? L'Union des forces de changement a voté abstention en plénière pour la levée d'immunité de M. Aguillaume Kodjo. 22 21 80 99 92 02 80 63. Monsieur Pelé, bonjour. Oui, vous avez une question à poser à notre invité. Bonjour Monsieur Pelé, de Doula-Samé, c'est ça?
Bien noté, M. Pelé. Et nous accueillons Waris. Bonjour. Oui, la question. C'est quand même ma dernière préoccupation ici, mais vous l'avez déjà posé. C'est bien noté, cher ami Waris. Monsieur Ali, bonjour. Voilà la question. D'accord. Merci, Monsieur Ali. Notre invité va quand même ajouter quelques ou placer quelques mots tout à l'heure. Allô? Oui, Irénée. Oui, bien. La question. Ah bon? Vous êtes dans la tête de ceux-là qui les ont élus, qui l'a élu, qui l'ont... oui? Bien noté. Alors, si vous étiez à la place de M. Adono Cordier, vous avez déposé des recours, tout cela rejeté, etc. Est-ce que vous seriez content? Écoutez, c'est un dossier délicat, c'est un dossier difficile. Je pense que nous devons peut-être dépenser notre énergie sur parler de l'indépendance et des perspectives que nous avons pour le Togo. Quand vous décidez de venir à un match de football, vous connaissez l'adversaire, vous vous équipez conséquemment. Vous maîtrisez les règles du jeu. Mais c'est l'absence quand même de l'opposition classique de la C14 aux législatives de 2018 qui a favorisé votre élection. C'est une analyse bancale. Vous savez, les élections se suivent et elles ne se ressemblent pas. Nous avons eu 7-8% aux législatives, nous en avons eu à peu près 3-4% au local, auquel tout le monde participait. L'ANC, qui a dominé les élections locales, s'est retrouvé avec 4%. C'est un chiffre difficile à croire, mais c'est ce qui sort du processus. Donc, c'est pour vous dire que les élections se suivent et ne se ressemblent pas. M. Aguilomé avait moins de 2% au local. Aujourd'hui, la CENI dit qu'il a 19%, lui-même dit qu'il a 67%. Pour vous dire, donc les élections se suivent et ne se ressemblent pas. Et depuis que nous faisons... Donc rien ne reste figé. Ce qui est une information et non de la rêverie pour M. Irénée, c'est que depuis 2007, où on fait des élections législatives au Togo, l'UFC a toujours été à l'Assemblée nationale. Nous avions 27 députés en 2007, nous en avions 3 en 2013 et nous en avons 7 aujourd'hui. Tout le reste, c'est son imagination et ce n'est pas mon problème. Mais votre accord a été très profitable à la population de Mango, préfecture de Loti. L'accord a été très profitable à l'ensemble du Togo, sauf qu'il y a des gens qui ne le reconnaîtront pas et ce n'est pas grave. Vous savez,
le gouvernement en place ne fait pas que de mauvaises choses. Je pense qu'il fait même plus de bonnes choses que de choses qu'on peut lui reprocher. Je vous parlais tout à l'heure du budget qui en 2005 était du Togo, 247 milliards. On est à 1467 milliards. Vous aimez quelqu'un, vous ne l'aimez pas, au moins soyez honnête. Et même si vous n'aimez pas le lièvre. Il faut reconnaître qu'il est rapide. D'accord. 11 000 km de route, nouvel aéroport, agrandissement du port, toutes ces choses-là, augmentation des investissements étrangers dans le pays, stabilisation de... Tout ça là, ce n'est pas tombé du ciel. D'accord. C'est suite à l'accord RPT-UFC, peut-être. Nous occupons une place, nous n'occupons pas l'essentiel de la place dans cette affaire-là. Ils ont leur politique qu'ils font, qui a des bénéfices pour la population. Parlant toujours de la politique, parlant toujours de la politique, Pelé dit, est-ce que au niveau de l'UFC, vous entrevoyez, ou bien la situation laisse transparaître que le pouvoir un jour va quitter, disons, les tenants actuels vont quitter le pouvoir par les élections? Oui, absolument, ça dépend de vous. Mon cher ami, c'est vous qui êtes dans les bureaux de vote. C'est vous qui êtes dans les bureaux de vote, c'est vous qui êtes à la CENI, c'est vous qui êtes à la CENI. Toutes ces institutions sont à l'image du Togo. Mon cher ami, si on te met dans une responsabilité et que la première chose à laquelle tu penses c'est comment te remplir les poches ou comment voler, et bien le résultat c'est ça. Ce n'est pas les Béninois qui ont organisé les élections présidentielles au Togo, ce n'est pas les Chinois qui ont organisé les élections locales et ce n'est pas les Russes qui ont organisé les élections locales, c'est les Togolais. Alors si vous trouvez que le résultat de l'élection n'est pas bon ou que le processus n'est pas encore bon, ben, comment est-ce que dirais Saint-Jean de Damas ou je ne sais pas qui, il n'y a pas de bonnes circonstances. Si vous êtes bon, les circonstances seront bonnes. Ça dépend de vous. Ça dépend donc des Togolais eux-mêmes. Les élections vous ressemblent. Si vous trouvez que ce n'est pas bon, ben, donc les élections sont à l'image des Togolais. Absolument. Ah d'accord. Vous avez fêté l'indépendance. Et avant de revenir sur un aspect qui concerne la prestation de serment, alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui des fils de la Blodie, puisque J.P. Olympio est le fils du père de l'indépendance? Nous avons parcouru un long chemin et nous pensons que ce qui va apporter beaucoup de joie aux Togolais aujourd'hui, c'est l'alternance. Une alternance pacifique. Nous ne voulons pas d'une alternance comme ce qu'il y a eu au Bénin en 91 où on enlève Kérékou, Soglo vient, il fait un mandat et Kérékou revient faire 2 mandats. Nous voulons d'une alternance où quand elle va avoir lieu, ceux qui sont là seront rassurés, seront chez eux tranquillement. Ceux qui ont commis des crimes politiques ou économiques sont amnistiés. Quelqu'un n'aura pas peur de dépenser son argent, qu'il soit honnêtement gagné ou volé. Nous voulons un pays où tout le monde est à l'aise. Et nous, c'est ça la perspective dans laquelle nous sommes. Alors, mais étant donné que 2025 ou bien peut-être après? Ça dépend de vous. Si en 2025, vous décidez que c'est le moment que ça doit changer, ça changera. Nous sommes sur la voie électorale. Maintenant, si demain matin, ceux qui sont dans les rues et tout cela, décident autre chose, ça dépend de vous. Vous ne serez là que pour constater. Nous sommes dans une démarche de conciliation. Il faut travailler ensemble. Parce que le Togo, comme nous le voyons demain, c'est un Togo où tout le monde vit ensemble, où on travaille ensemble. Donc, l'alternance reste toujours le leitmotiv de Gilles Christ, oui, M. Gilles Christ Olympio et de son parti. C'est notre objectif important à moyen terme. À moyen terme. Alors, est-ce que vous avez déjà reçu le carton d'invitation pour la prestation de serment de Fogne à Singé le dimanche à 11h? Je vais vérifier si nous l'avons reçu. Vous avez hésité avant de répondre à ma question. Est-ce que cela ne laisse pas dire quelque chose, en tout cas penser à quelque chose? Nous lui souhaitons qu'il ait un bon mandat. 70% c'est une lourde responsabilité. Ça veut dire que les problèmes qu'il y a maintenant, il va devoir les régler. Quelle qu'en soit la façon dont il a été élu, l'élection est derrière nous maintenant. Que ce soit l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, que ce soit Maître Agboïbo, que ce soit le PRC a dit, etc., tous les partis demandent qu'on mette fin aux poursuites engagées contre M. Agboïbo Kodjo-Lessing. L'Union des forces du changement, quelle est sa position? Notre position est qu'en ce moment, M. Agboïbo Kodjo est libre. Nous souhaitons qu'il reste libre. Nous ne souhaitons plus qu'il soit inquiété par la justice pour des faits relevant de l'élection présidentielle. Et je termine en disant qu'il a aussi une responsabilité. Vous savez, les propos qu'ils ont tenus pendant la campagne insultant le chef de l'État sont inadmissibles. Ce n'est pas le Togo que nous voulons construire. Maintenant, la façon dont il a été arrêté, donc la forme, je ne parle pas du fond.
nous la regrettons. Nous essayons de bâtir un état de droit et je pense que nous avons tous un effort à faire dans ce sens-là. Les gens doivent faire confiance à leurs institutions, travailler à les améliorer pour que les résultats qu'ils proclament reflètent encore plus la volonté populaire. Et les politiciens doivent respecter les institutions qu'ils veulent diriger. Il faut respecter la Cour constitutionnelle, la CENI et les autorités établies. Et les forces de l'ordre aussi doivent respecter les citoyens. Parce que avant d'être soldat, vous êtes togolais. Demain, vous enlèverez l'uniforme et vous pourrez être sujet à ce que vous êtes en train de faire aux autres. Donc, aimons-nous les uns les autres. Travaillons, faisons de la décennie qui vient, une décennie qui va permettre au Togo d'être un pays émergent. Merci, monsieur Sénat Alipu. À l'instant, c'est lui notre invité. Il est président du groupe parlementaire UFC, Union des Forces de Changement, le parti de Gelfest Olympio. Madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez accepté chez vous sur la 96.3, derrière la belle vitrine, sereinement. Il s'appelle Tewi Kodjo. Bonne journée à toutes et à tous.